Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre moment d'évasion. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans les Carpates. Dans cette vallée isolée de la Roumanie, nous allons rejoindre l'écrivain Cristian Fulaș. Cet endroit, il le connaît bien, il en a fait son refuge il y a quelques années, son terrain d'écriture. Et vous verrez que cette nature sauvage est parfois confrontée à des situations cocasses qui nourrissent l'inspiration. Athènes sera notre deuxième étape. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont l'habitude de s'exprimer sur les murs et la dictature des colonels ou la crise de 2008 ont réactivé cet élan, à coups de bombe cette fois. Athènes est-elle en train de devenir le rendez-vous incontournable des amateurs de street art en Europe? Ce sera l'héritage. Direction le canal de l'Ourcq aujourd'hui pour Papille. À Bobigny, en région parisienne, nous irons cueillir des fleurs. Non seulement elles mettront des couleurs dans notre assiette, mais en plus, elles relèveront notre salade printanière où flirtent les lentilles et les navets. Et puis, vous ne refuserez pas, j'espère, une balade en bateau sur le lac Léman. J'en profiterai pour vous raconter comment un ingénieux savant suisse a imaginé l'ancêtre du sonar avec une méthode inattendue. Pour commencer, c'est la dinette et le décor, c'est le Canada. Sur la ligne du chemin de fer du Canadien Pacifique se trouve North Bay, aux hivers sans fin. Au siècle dernier, des millions de visiteurs sont venus dans ce coin de l'Ontario pour voir 5 petites filles. 5 sœurs devenues aussi célèbres que les chutes du Niagara. À votre avis, pourquoi étaient-elles si connues? Un peu de patience pour la réponse, ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, je vous emmène au fin fond de la Roumanie avec un homme qui se dit observationniste. Un mordu de l'observation, en quelque sorte. Et ce qu'il a vu dans les Carpates était parfois bien fou. L'écrivain Cristian Fulaș est notre inspiration. Il est bien vrai que nous sommes tous fous dans cette vallée, des fadas. Nous avons attrapé ça chez les dingues, mais c'est trop. Il faut que je les réconcilie, que je les fasse se réunir autour d'une bouteille, se disait Joschka, et qu'on prenne les bonnes décisions, même si on est un peu de travers et que tout n'est pas parfait. C'est une vallée isolée de Roumanie où l'on s'acharne à construire un chemin de fer qui ne mène nulle part et où l'on croise des touristes venus brouter de l'herbe. Assis sur son banc devant sa minuscule maison en bois, Joschka le centenaire se tait, boit sec et observe l'absurdité du monde gagner peu à peu sa vallée. Avec Joschka, paru en 2021, Cristian Fulaș s'impose comme l'une des voix majeures de la littérature roumaine contemporaine. Récompensé par l'Académie française, il déploie une prose puissante où l'humour noir et la poésie racontent ses vies minuscules, rattrapées malgré elles par le tumulte de la grande histoire. On l'appelle le Rocher du Roi. Des crêtes étroites et acérées s'étendent sur 25 km, telle une gigantesque scie calcaire entourée de denses forêts. C'est à l'ombre de cette montagne royale, dans la vallée de Plaiul Foii, que l'écrivain Cristian Fulaș se réfugie à la fin des années 2010. Il a alors 32 ans. À l'époque, j'avais des problèmes de drogue et d'alcool, et je suis venu m'isoler ici. J'ai appris à vivre dans la nature et j'ai résolu mes problèmes. Nous nous créons tous des âges d'or, des lieux d'or, toutes sortes de refuges mentaux dans lesquels nous pouvons nous évader. Pour moi, cette vallée a été l'endroit où j'ai pu me cacher mentalement. Ce qu'il avait le plus aimé, c'était le côté désertique et sauvage de l'endroit. Le silence à peine troublé par le murmure de l'eau et l'éloignement par rapport à tout ce que représentait le monde dans lequel, il le savait très bien, il n'avait aucun avenir. L'expérience intense d'isolement dans la vallée fournit à Fulaș la matière de son roman. Elle devient un territoire imaginaire, un refuge semblable à celui qu'il a connu. Il suffit de franchir une simple barrière pour y pénétrer. Dans le livre, la barrière sépare concrètement deux mondes. Un monde dans lequel se déroule la grande histoire et qui fonctionne selon les lois du pouvoir, et un monde où tout cela est présent de façon plus diffuse.
Je voulais créer une sorte de mythe roumain de la nature qui nous définit profondément, contrairement aux choses matérielles qui ne signifient pas grand-chose. Un monde où il ne se passe presque rien. Vous pourriez rester assis ici sur ce rocher jusqu'à ce soir et vous ne verriez passer que quelques vaches ou moutons. Mais rien d'autre, comme si le monde extérieur n'existait pas. Durant près de 2 ans, l'écrivain s'installe dans l'unique hôtel de la vallée, en retrait du monde. Un tête-à-tête prolongé avec le silence, où chaque jour, il aperçoit un vieil homme, Yoshka. À ses heures perdues, il faisait du charbon, il buvait un verre. Mais la plupart du temps, il restait assis sur un banc entre les portes là-bas. Il y avait des grands arbres, des bouleaux. Il était bien à l'ombre et il passait sa journée à regarder. Je pense que ce n'est pas mal de vivre comme ça. Il était en quelque sorte mythique dans la vallée. C'était une curiosité. Personne ne savait trop quoi en penser. Il semblait ne rien faire de ses journées. C'était un homme simple, et c'est ce qui intriguait. 5 ou 6 ans plus tard, j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'un vieil homme qui vit seul dans une vallée, et je me suis demandé ce que serait une vie passée quelque part au bout du monde. Et j'ai commencé à inventer, car en réalité, je ne savais pas grand-chose sur Yoshka. Le temps lui-même s'était mis à l'ignorer, comme s'il en avait assez de prendre la mesure de son passage en ce monde. Yoshka était comme la pierre, le vieux chêne, le ruisseau qui coulait là-bas depuis que la terre avait commencé à se plisser. Mon idée était d'extraire Yoshka du temps, de le mettre en dehors de l'histoire. J'essayais de faire une sorte de déni de l'histoire de ces lieux, qui n'a pas du tout été tendre avec ses habitants. Au-delà de ces sommets, la grande histoire trace son sillon, s'infiltre partout, y compris dans les replis les plus isolés de Roumanie. C'est dans les souvenirs de jeunesse de son héros que Cristian Foulaș puise la substance d'un absurde implacable et ordinaire. Zărnești a longtemps été le dernier lieu habité avant la montagne. Fière de son coquet centre historique, la bourgade n'en garde pas moins l'empreinte d'une esthétique soviétique récente. Ces immeubles ne sont vraiment pas beaux, ils gâchent le paysage. C'est de l'architecture communiste de subsistance. Je ne saurais l'appeler autrement. Dans les années 1960, le dictateur communiste Nicolae Ceausescu s'acharne à mettre en œuvre un vaste programme d'industrialisation de la Roumanie. Paysans et ouvriers sont alors déplacés à travers le pays pour participer à la construction d'un avenir supposément glorieux. Dans le roman, ils construisaient un chemin de fer qui devait, en théorie, acheminer le bois depuis la vallée. Le problème, c'est que le travail dans le communisme n'était pas une chose qui se faisait sérieusement. Le moindre projet mettait 30 ans à se terminer. On pouvait se faire embaucher sur le chemin de fer à 20 ans, prendre sa retraite à 70, et les 10 km de voie ferrée n'étaient toujours pas construits. Lorsqu'il rejoint le chantier de la vallée, Yoshka est encore un jeune homme. Un jour, une agitation inhabituelle s'empare de l'équipe. L'homme le plus important du pays est en route. Ceausescu avait une très mauvaise habitude. Il prenait son hélicoptère avec sa femme et partait faire ce qu'il appelait des visites de travail. Il arrêtait l'activité d'une usine ou d'une fabrique, d'une ville entière ou d'un chantier perdu au milieu de nulle part dans une vallée comme la nôtre. Les ouvriers se sont rassemblés en une foule ordonnée et ont écouté un discours qu'ils ne comprenaient pas vraiment, sur révolution, construction, société radieuse, des bêtises quoi. Ils ont conclu par un petit verre comme si rien ne s'était passé. La colonne officielle est repartie de la vallée sous les hurrahs de toutes les personnes présentes. Comme Yoshka, ces ouvriers condamnés à la peine et à la disette sont tous impliqués dans un effort absurde pour la construction d'un idéal politique de façade dont ils ne tirent pas les fruits.
Cette scène raconte toute la scénographie dont a besoin une dictature. Pour les ouvriers, plus vite ils se débarrassaient du travail, mieux c'était. Ils ne se souciaient pas de l'image grandiose d'un monde sauvé par un train qui apportait du bois. Toute cette motivation que le communisme essayait de transmettre n'existait pas, nulle part. Le roman parle de ces gens, de cette classe qui n'a pas d'identité dans le grand jeu politique. Ils n'existent pas. Si les personnages de Foulash n'ont pas le poids pour influer sur les événements du monde, ils ont néanmoins la force d'extraire des bribes de bonheur de leur humble existence. Dans les Carpates, à la tombée de la nuit, le crépitement des flammes et le feu de la prune réparent l'âme. Des soirées comme celle-ci, Christiane Foulash en a passé quelques-unes entourée de Arpad Adam et Dorine Dragoy, deux alpinistes installés dans la vallée. Je ne connaissais que 3 personnes dans la vallée, dont eux. Et je n'avais pas beaucoup de matière pour m'inspirer. J'ai donc inventé le reste. Autour de Yoshka, Christiane Foulash invente les piliers de ce microcosme rural. Le contremaître, le médecin et le prêtre. Des archétypes familiers qui se cimentent dans la camaraderie. Il n'y avait qu'une énorme amitié qui les liait par les fils invisibles du silence et qu'il fallait respecter avant tout et à tout prix. Il n'y a eu que 5 paroles prononcées par le contremaître, 5, mais qui ont résonné dans la cabane comme le tonnerre. On va boire un coup. Pendant longtemps, l'alcool était à peu près le seul lien social. C'est autour d'un verre que les ouvriers se rencontraient. Ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. Ce verre était très important pour eux, car c'est autour de lui qu'ils commençaient à parler. Le soir, après le travail, ils allaient boire un coup d'eau-de-vie et c'est comme ça qu'ils vivaient. L'eau-de-vie de cette vallée est aussi devenue un personnage, parce que c'était ma toute dernière expérience avec la boisson. Ce moment me reste dans la tête. C'est comme un dernier amour. La montagne unit, elle ne divise pas. Car plus on est nombreux, plus on est fort. Ici, les épreuves sont rudes. Quand il y a des inondations, ou quand on a des problèmes, quels qu'ils soient, qui est la première personne vers qui on se tourne? Le voisin. Ici, la vie est plus difficile. On est mis à l'épreuve de toutes parts. Et c'est la communauté qui fait notre force. Ignorés de tous, dans un coin perdu du monde, les hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les amitiés de Yoshka sont aussi indestructibles qu'essentielles. Grâce à elles, il approche le secret du temps et du bonheur, y compris lorsque le XXIe siècle vient frapper aux portes de la vallée. Je pense que l'arrivée du tourisme dans la vallée a été un grand choc pour les habitants. Avant, il n'y avait que quelques alpinistes qui passaient par ici, qui allaient sur la crête. Mais après, ils ont vu arriver des fêtards, des chaussures à talons. J'avais vu quelque chose sur Internet à propos d'une de ces retraites de développement personnel, où les gens allaient brouter l'herbe. Et je l'ai importé ici comme symbole de modernité qui arrive dans la vallée. La dame qui avait traversé le ruisseau la première était penchée maintenant. De sa bouche s'écoulaient des filets de bave verdâtre. Elle broutait avec concentration. Là où elle était passée, pas un brin d'herbe ne restait. Les autres, limités, entraient en communion avec la nature. Depuis son banc, Yoshka, en vieux sage, entretient avec la nature un lien moins exubérant. Celui de l'homme simple que l'histoire ne retient pas et auquel Christiane Foulash rend sa grandeur. Il est le compagnon silencieux d'une vallée où le temps s'étire au rythme lent de la rivière. Cette rivière s'appelle Barça, et c'est un personnage, car le seul bruit que l'on entend tout au long du livre est celui de cette eau. Je l'ai écrit avec ce son en tête. On pourrait dire que c'est la musique du livre. La rivière nous parle presque. Sauf qu'il faut suivre une phrase, une expression, la diction de la rivière qui nous raconte des choses.
Quand on est seul dans la vallée, ou presque, on l'entend tout le temps et je pense que la rivière devient notre amie d'une certaine façon. C'est ainsi que j'en ai fait un personnage éternel. Elle était là avant les hommes, elle sera là après, même si le monde devait s'arrêter. Thomas Chauvineau s'intéresse aujourd'hui au métier de sorcière. Il existe vraiment en Roumanie. C'est le clin d'œil. Ce n'est pas tout à fait Poudlard. Ça en a pourtant l'ambition. En Roumanie, à Mogoșoaia, dans la banlieue populaire de Bucarest, ce bâtiment devrait être la première école de sorcières au monde. Du moins, selon sa fondatrice, Mihaela Minca. Sorcière comme sa mère et sa fille. Mais comme les travaux ne se font pas en un coup de baguette magique, ils ont commencé en 2011, elle tarde à ouvrir. Ici, on n'apprendra pas à jouer au Quidditch, ni à crier stupéfixe pour faire tomber l'ennemi dans les pommes, mais à jeter des sorts et fabriquer des potions pour faire revenir l'être aimé, chasser une rivale. Il paraît qu'on peut s'en débarrasser en enfermant une libellule dans un pot de miel, ou encore régler ses problèmes d'argent à coups de poupées d'envoûtement, bougies, têtes de mort incrustées de strass ou écailles de poisson, et aussi de portables. Je vois d'ici les sourcils des plus sceptiques se lever, mais une étude a montré que 4 habitants sur 10 de la capitale roumaine avaient déjà eu recours à une sorcière. Il faut dire que la Roumanie est sûrement le seul pays d'Europe à avoir reconnu officiellement la profession. Dans le Code des occupations, qui répertorie les différentes professions du pays, elle porte le numéro 516, travailleurs décrivant le passé et les événements futurs. En Roumanie, les sorcières ont été plutôt moins touchées que leurs consoeurs pendant la chasse au sortir du Moyen-Âge. L'Église roumaine ne leur a pas jeté de mauvais œil. Même sous le régime communiste, alors que la pratique était interdite, elles ont continué à faire le job. Elles, car l'activité se conjugue au féminin uniquement. Pour leurs détracteurs, c'est de l'arnaque pure et simple. Certaines d'entre elles ont été condamnées pour escroquerie. L'actrice Oana Zavouranou en sait quelque chose. Elle aurait versé plus de 200 000 € pour briser le sort que lui aurait jeté sa belle-mère, sans succès apparemment. Mais pour celles qui pratiquent la sorcellerie, dont une majorité de femmes roms, c'est aussi une possibilité d'émancipation, dans un pays qui, comme le montrent de nombreux rapports d'ONG, continue de discriminer cette communauté. Et là-dessus, aucun sort n'a pour l'instant été efficace. Direction Athènes pour la suite. Comme beaucoup de capitales, elle fait parler les murs et elle devient une ville qui compte dans le milieu du street art. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du street art? À la grecque, c'est l'héritage. À Athènes, l'art se dessine à la bombe. Des cris colorés s'affichent sur les murs de la ville depuis l'Antiquité. Loin d'être un simple acte de provocation, le graffiti s'impose ici comme un appel à la liberté. Une forme d'expression artistique vibrante et profondément créative. Le street art n'est pas une décoration, c'est une impulsion. Il exprime des sentiments de deuil, de colère, d'espoir. Chaque mur devient une toile d'émotions collectives, un dialogue visuel entre la ville et ses habitants. À l'époque antique, l'agora d'Athènes, aujourd'hui jardin de pierre, palpite comme le cœur vivant de la cité. Marchands, philosophes et autres citoyens y échangent des biens et des idées. Dans ce berceau de la démocratie naissent les premières traces de graffiti. Le mot graffiti vient du mot grec grapho, j'écris, et de graphein, écrire. C'est un mot fabuleux, parce qu'en grec, il signifie à la fois peindre, dessiner, inscrire, mais aussi écrire. De sorte qu'en grec ancien, il n'y avait pas de distinction entre l'écriture et la peinture. Il y avait des graffitis partout ici. On trouve des écritures sur les monuments. On en trouve sur les colonnes. Il y en a sur de petits morceaux de céramique avec écrit par exemple « Sarah est belle ».
Nous avons même un joli fragment de poterie datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, sur lequel figure une liste de courses. L'information que nous donnent les graffitis, c'est que les gens n'écrivaient pas l'histoire avec un grand H, ils n'écrivaient pas pour laisser quelque chose de permanent, pour l'éternité. Ils écrivaient quelque chose d'immédiat, quelque chose d'important pour eux à ce moment-là. Le graffiti se dévoile avant tout comme un élan d'expression spontanée et anonyme pour les Grecs de l'Antiquité, mais il peut aussi avoir un caractère subversif et politique. Il y a un certain nombre de dessins pornographiques qui représentent des personnes faisant des choses qu'elles ne devraient pas faire en public. Vous savez, ils jouissaient d'une certaine liberté d'expression. Les graffitis nous le prouvent, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient par exemple écrire le nom d'un homme politique qu'ils souhaitaient ostraciser. 6000 votes inscrits sur des morceaux de céramique sont nécessaires pour écarter un citoyen. Cette personne devait alors quitter Athènes pendant 10 ans. Et à bien des égards, j'aimerais que nous ayons encore, dans nos propres démocraties aujourd'hui, ce système de l'ostracisme. L'ostracisme trace déjà sur la terre cuite les lignes d'une cité qui se rebelle et débat. Des siècles plus tard, le souffle contestataire des Athéniens ne s'est pas tari. À 2 km de l'ancienne agora, le quartier alternatif et bohème d'Exarchia se révèle dans les années 1970 comme un haut lieu de rébellion. Exarchia est une mosaïque de bâtiments néoclassiques, de bâtiments de la période d'après-guerre, de petites ruelles remplies de cafés. Les habitants sont tout aussi variés. Des étudiants, des artistes, des intellectuels, des immigrés, des anarchistes. Exarchia a toujours été un centre d'expression politique à travers des manifestations, des rassemblements et des actes de désobéissance. Tout cela fait partie de son ADN. À Exarchia, l'Université polytechnique d'Athènes entre en novembre 1973 dans l'histoire. Les étudiants se soulèvent contre la dictature des colonels. Un régime militaire autoritaire qui étouffe la Grèce depuis 6 ans. Durant 3 jours, derrière ces grilles, les slogans fleurissent sur les murs. Les étudiants occupèrent le bâtiment, diffusant des messages de liberté et de résistance. Il y avait des banderoles, des graffitis, des revendications peintes. Les murs de l'école étaient porteurs de paroles. Le slogan « Pain, éducation, liberté » résonnait dans toutes les rues d'Exarchia. Aujourd'hui, malheureusement, les fresques et les graffitis de l'époque n'ont pas survécu. Les slogans tracés à la hâte deviennent les témoins de la colère d'un peuple. Des mots brûlants, surgis du bitume, qui donnent voix à la révolte. La junte répliqua par la violence. On voit ici le portail que le tank a enfoncé en entrant dans l'école polytechnique. De nombreuses personnes furent tuées. Il s'agit de l'un des moments les plus noirs de notre histoire et il marque encore notre mémoire collective. Le soulèvement des étudiants contribue à l'affaiblissement de la dictature des colonels qui s'effondre en 1974. La Grèce redevient alors une démocratie parlementaire, un régime qu'il faut constamment préserver. À
À la fin du XXe siècle, la rage du graffiti évolue en un véritable élan créatif. Le mouvement du street art venu des États-Unis s'impose à Athènes comme un garde-fou artistique et citoyen. C'est de l'activisme par l'art, de l'artivisme, un mot qui combine art et activisme. Il s'agit d'exprimer ses sentiments ou le message que l'on veut faire passer aux autres par le biais d'une œuvre d'art. Peut-être que l'œuvre n'est pas toujours esthétiquement agréable à regarder, mais c'est là que l'art devient très intéressant, important et fort. Ces nouveaux artistes sont assimilés à des vandales qui abîment l'espace public avec leurs tags excentriques et colorés. Pour toute une jeunesse, Athènes se révèle un terrain de jeu infini. Salut, comment tu vas? Bien? Bien. C'est avec des morceaux de marbre que Kanénas choisit d'interpeller les Athéniens. Dis-moi un peu, comment t'es venue cette idée? Elle m'est venue parce que j'aime beaucoup la mythologie, la philosophie, la Grèce. Maintenant qu'il y a tant de problèmes, la crise, le fait qu'on n'a pas d'argent, pour moi, c'est aussi une crise spirituelle. J'ai récupéré des morceaux de marbre dans la ville avec l'envie d'écrire dessus des paroles antiques. Le marbre est un symbole de notre histoire. C'est donc un moyen pour que les passants lisent de la philosophie dans la rue. Et l'idée pour cette pièce-là? C'est Pantari, c'est d'Héraclite. Ça veut dire « tout coule, tout passe ». Kanénas pose des jalons d'espoir dans une ville en proie à des difficultés économiques sans précédent. À partir de 2008, la Grèce est durement touchée par la crise de la dette. Pour éviter la faillite du pays, l'Union européenne impose des mesures d'austérité drastiques. Baisse de salaire et hausse d'impôts, avec de lourdes conséquences pour les Grecs. On était tous très anxieux au sujet de notre emploi, de notre vie. On se demandait si la situation allait empirer. On ne pouvait pas obtenir beaucoup d'argent à la banque, ce qui générait beaucoup de stress. La crise de 2008 est donc devenue une source d'inspiration et de motivation pour les jeunes, qui ont pu s'exprimer par des mots et des messages, mais aussi par de belles œuvres d'art. Nous nous trouvons devant l'une des œuvres les plus célèbres d'un artiste qui s'appelle Achille. Avec cette fresque, il a voulu dévaluer la monnaie et l'Europe elle-même, en remplaçant le 1 par un 0 sur la pièce d'1 euro. C'est un message très fort, non seulement pour l'économie grecque, mais aussi pour les Européens, qui devaient comprendre que le continent tout entier était en crise financière. Les tags, graffitis et slogans s'étalent sur les murs d'Exarchia comme autant de prises de parole en dehors du système médiatique traditionnel. Des interpellations directes à destination du Parti conservateur au pouvoir et de la population grecque appelée à se questionner. Nous sommes au coin d'Exarchia et nous regardons une peinture de Tsakonas. Tsakonas s'est inspiré de l'artiste allemand Dürer pour réaliser cette fresque. Dürer a peint un humain priant Dieu. Tsakonas, lui, représente Dieu priant pour les humains, en particulier pour les Grecs qui traversaient cette crise financière. Mais je pense que cela pourrait s'appliquer à tous les pays confrontés à des problèmes. Les graffitis sont dans un premier temps considérés par la municipalité comme de simples dégradations. C'est paradoxalement les coupes budgétaires et l'asphyxie des services publics imposés aux Grecs par la crise qui vont offrir un terrain libre à l'éclosion du street art athénien, comme dans le quartier de Psyrie, à quelques encablures d'Exarchia. Athènes est l'une des places principales du street art, parce que la ville a connu de nombreux problèmes économiques qui ont réduit l'argent et les fonds alloués pour nettoyer les quartiers. Et à un moment donné, c'est devenu un truc branché. Athènes est devenue très colorée et les étrangers ont perçu ça comme quelque chose de cool.
Après 15 années d'austérité, ces fresques racontent une capitale grecque tournée vers l'avenir, contribuant à faire d'Athènes, selon le New York Times, la Mecque contemporaine du street art en Europe. Aujourd'hui, on peut répondre à des commandes pour graffer. On est payé. Et si on est un artiste professionnel, on peut faire évoluer son art et gagner de l'argent. Chaque artiste a besoin de survivre. Vasmoulakis a été l'un des premiers à répondre à cette commande spécifique. Réaliser une très grande et belle peinture qui n'avait pas d'autre but que de décorer la ville. Les peintures de Vasmoulakis sont toujours très colorées et comprennent généralement un beau visage, avec des formes abstraites et la même palette de couleurs en arrière-plan. Loin de se résumer à l'Acropole, Athènes dévoile une autre facette de son âme, résiliente, inventive, profondément humaine. Comme les philosophes de l'Agora d'autrefois, les graffeurs redonnent à la cité son rôle antique, un lieu de parole, de pensée et de lutte. Certains font acte de résistance, non pas avec de la peinture, mais en créant des potagers en pleine ville. Depuis quelques années, les adeptes de l'agriculture urbaine sont de plus en plus nombreux, notamment en région parisienne. Et bien justement, à Bobigny, on va rejoindre Indrani. Et qui dit potager urbain, dit en général cuisine qui fait du bien. On est le long du canal de l'Ourcq qui va à Paris et là nous allons dans le grand potager urbain qui est derrière les arbres. Les gens viennent en bénévole pour faire du jardinage, du passer du bon temps. C'est la campagne dans la ville. Nous allons cuisiner des navets rôtis avec une salade printanière du jardin. Nous allons ramasser les fleurs de souci qui se consomment. Ça ressemble un peu comme du curry, c'est agréable en bouche. C'est pas amer, ça se mange facilement. Nous arrivons vers la fleur de bourrache et c'est en forme étoile. Tu vois, c'est très joli comme ça. Et ça se mange en salade, ça se mange cru comme ça. On le fait en infusion aussi, qui se boit quand on a mal au ventre pour la digestion. Ça, c'est la fleur de la ciboulette. Ça ressemble plus un peu à l'ail, ça donne du bon goût. C'est les gens qui aiment l'ail, c'est un peu fort. Bonjour Marie, donc on vient chercher les légumes. Alors on a des navets, des radis, des épinards, des noix, de la salade et des lentilles pour les protéines. Ouh là, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours faim, hein? Oh là là, t'es trop beau, hein? Et voilà nos légumes. On va commencer par faire cuire les lentilles. Comme ça prend un peu plus de temps pour apporter les protéines dans la salade végane. Pendant ce temps, je vais préparer les navets. On était une famille nombreuse, donc on cuisinait pas mal. On aidait ma maman à éplucher les légumes, à aider. Et comme moi, mes origines sont de l'Inde, on utilise la cannelle, du curcuma, du cumin, etc. Donc nous, on a l'habitude de mettre du gingembre et de l'ail dans pratiquement tous les plats. C'est ma touche personnelle. Je vais mettre un oignon que je vais faire revenir avec l'huile. Laetitia, est-ce que tu peux venir m'aider? Ah, merci. Ah, elle est fleurie, le thym. Ouais. Et le thym, c'est un antiseptique, c'est un antibactérien. On fait plein de choses avec le thym. Donc là, j'ai mis l'ail et du gingembre dans le navet, du sel et du poivre. Et là, on va les laisser rôtir tout doucement. Pendant ce temps, je vais préparer la salade avec l'aide des filles. Voilà. On va laver la salade. Tu enlèves les feuilles qui sont abîmées, tu laves que les feuilles qui sont jolies, quoi. Les navets sont cuits, sont bien dorés. Je les laisse refroidir tout doucement. Dernière étape, on va casser les noix. Et comme nous n'avons pas le casse-noix, on va les faire avec nos moyens du bord.
Donc on a trouvé avec un marteau et un marteau, on va prendre un torchon, on va voir si on va réussir. On va tout mélanger la salade maintenant. Là, j'arrose avec les fleurs du jardin pour donner un peu de couleur. Et les noix pour finir. Tiens, on a oublié les noix. Le repas est prêt, on passe à table. C'est super une vanille. Les fleurs sont super bonnes et ça apporte un peu d'acidité et un peu de sucre. Ça fait vraiment du bien. Vous avez déjà vu des lapins avec des boulettes? Écoute, c'est bon. C'est frais. C'est coloré. Ça se mange sans faim. Est-ce que vous connaissez la vitesse du son dans l'air? Je fais ma maligne, mais je viens de chercher l'info, c'est 300 mètres par seconde. Et pour ce qui est de la vitesse du son dans l'eau, eh bien, je vous laisse naviguer tout de suite sur le lac Léman parce que c'est là-bas, pour la première fois, qu'elle a été mesurée. Les Suisses n'ont pas d'accès à la mer, ils ont le lac Léman, qui a donné des idées à un scientifique helvète. Et tous les marins du monde, qu'ils naviguent en eau douce ou sur des océans, lui doivent une fière chandelle. Conservateur au musée d'histoire des sciences de Genève, Stéphane Fischer nous embarque à la rencontre d'un curieux personnage. Jean-Daniel Colladon est un Genevois, donc né à Genève en 1802. Et le jeune Colladon, comme beaucoup de ses concitoyens un peu dans la même classe sociale, fait des études au collège, votre lycée, et après rentre à l'académie. Particulièrement attiré par la physique, Jean-Daniel Colladon se prépare à un concours d'innovation lancé par l'Académie de Paris. Nous sommes en 1825, il a alors 22 ans. Il a déjà participé à 2-3 concours scientifiques, notamment il a gagné un prix pour un photomètre de son invention. C'est un appareil qui mesure l'intensité lumineuse. Là, il concourt pour un autre grand prix qui est beaucoup plus prestigieux. C'est un grand prix de l'Académie des sciences de Paris. Et une partie de ce mémoire, notamment, est consacrée à vérifier expérimentalement la vitesse du son dans l'eau. Plus de 150 ans auparavant, Isaac Newton avait étudié la propagation du son dans l'air, et en théorie dans l'eau. Il imagine alors que le son est transmis par des dilatations et des compressions successives du liquide. Colladon, lui, veut passer à la pratique. Et il a sous la main son cobaye, le Léman. Une première tentative se solde par un échec. L'apprenti physicien se brûle avec la fusée lumineuse qu'il voulait utiliser pour son expérience. La science attendra. Donc il monte à Paris, il travaille au Collège de France, il est préparateur, et il travaille notamment pour un physicien très connu français, c'est André-Marie Ampère. Mais lui-même travaille toujours à son expérience de la mesure de vitesse du son dans l'eau. Il élabore les concepts, les protocoles. Et en novembre 1826, hop, retour à Genève. Un an après sa première tentative, Jean-Daniel Colladon retrouve son lac Léman. Il a réglé ses petits problèmes techniques et il va faire une mesure sur 14 km, en gros d'une rive à l'autre du Léman, de Pirol côté suisse jusqu'à Thonon côté français. Et il place 2 bateaux, il y a son père sur un bateau, il y a lui sur l'autre bateau. Il y en a un qui émet un son de cloche. Et en même temps, un signal lumineux. Et de l'autre côté, il y a Colladon dans sa barque avec son cornet acoustique. Et quand il voit le signal lumineux, il déclenche son chronomètre. Et quand il entend le son de cloche sous l'eau, il arrête son chronomètre et il peut ainsi avoir la mesure du temps. Ça faisait à peu près 9 secondes de transmission. Et en connaissant la distance, c'est un calcul relativement élémentaire de trouver la vitesse du son dans l'eau.
Et en bon scientifique, un seul résultat ne lui suffit pas. On avait déjà calculé plusieurs fois la vitesse dans l'air, c'était beaucoup plus facile de le faire à coup de cils dans l'eau. Il fallait quand même trouver un plan d'eau assez grand, si possible pas agité. La mer, ça aurait pu convenir, hein, évidemment, mais une rivière, pas forcément idéale parce que c'est pas assez long ou assez large. Enfin bref, le lac était vraiment un plan d'eau idéal. Il fait une dizaine, quinzaine de mesures qu'il reporte dans son mémoire. Il arrive à peu près à une vitesse moyenne qui est à peu près de 1435 mètres par seconde, ce qui est tout à fait honorable et tout à fait acceptable encore aujourd'hui, compte tenu des conditions de l'époque et compte tenu du dispositif expérimental qu'il avait. Les calculs de Colladon sont récompensés par le jury de l'Académie des sciences de Paris, qui lui décerne le Grand Prix en 1827. Du bord de sa modeste barque en bois, le Genevois vient de faire avancer la science. 15 années passent. Jean-Daniel Colladon participe à d'autres inventions, telles que le galvanomètre, appareil permettant de mesurer le courant électrique. Ou encore sa curieuse fontaine lumineuse, qui démontre l'élasticité de la lumière qui suit la courbe de l'eau. Devenu scientifique chevronné, mais aussi industriel et ingénieur, il entreprend en 1841 une autre série de mesures de vitesse du son dans l'eau. Et avec cette fois-ci, un nouveau dispositif qui donnera naissance à un appareil dont aucun marin ne saurait se passer aujourd'hui. Tout de suite, il y a son côté ingénieur qui va se révéler, il va se dire qu'est-ce que je peux trouver comme application pratique à cette mesure, hein. Et il en a trois en gros. La première, c'est de développer un système de communication entre les bateaux en mer, chose qui ne se fera pas. Et la deuxième, c'est de développer un système de communication sous la Manche entre l'Angleterre et la France, hein. Mais malheureusement, les premiers câbles télégraphiques venaient d'être posés et donc il arrive un peu tard. Et puis la dernière, on émet un son de cloche. Le son réfléchi sur le fond du lac, revient en retour à l'expérimentateur. Et si on connaît le temps, qu'on le multiplie par 2, on peut connaître ainsi la profondeur des eaux. Colladon vient d'ouvrir la voie au sonar. Appareil permettant de mesurer la profondeur, de détecter et de situer les objets sous l'eau, le premier sonar d'écoute sous-marine voit le jour 64 ans plus tard, en 1906. Il est toujours indispensable aux navires militaires qui, eux, croisent en général dans des eaux moins tranquilles que celles du lac Léman. Avez-vous été aussi rapide que le son dans l'eau pour trouver la réponse à notre devinette? Pourquoi 5 petites filles de l'Ontario sont-elles devenues aussi célèbres, ou presque, que les chutes du Niagara au début du XXe siècle? Eh bien, parce qu'en 1934, elles sont les seules quintuplées identiques au monde à avoir survécu. Le 28 mai 1934, Annette, Cécile, Yvonne, Marie et Émilie voient le jour et elles font immédiatement la une des journaux. Prématurées, les 5 petites filles n'auraient jamais dû survivre. Un miracle qui, malheureusement, va virer au cauchemar. Déjà à cause de leur père, qui compte exploiter ce cadeau de la nature. Puis à cause du gouvernement de l'Ontario qui retire la garde des fillettes aux parents et les installe peu après la naissance dans un complexe appelé Queensland, le pays des quintuplés. Sauf que les autorités ne vont pas faire mieux que la famille. Des vitres sans teint sont installées autour de l'aire de jeu des 5 sœurs afin que le public puisse venir les regarder, comme dans un zoo. Jusqu'à 3000 visiteurs viendront ainsi chaque jour du monde entier. Et tout cela durera 9 ans. Il faudra attendre 1998 pour que le gouvernement canadien présente des excuses aux 3 sœurs toujours en vie. Je vous dis bis bald.